Vigier, bonjour. Bonjour. Vous êtes président du groupe UDI à l'Assemblée, député UDI d'Eure-et-Loir. Alors, il y a un Conseil national des Républicains qui va acter les investitures samedi. On y verra quand même beaucoup plus clair samedi. Vous participez, vous, aux discussions entre votre parti et François Fillon. Est-ce que les circonscriptions sont arrêtées pour l'UDI ? Ce n'est pas encore arrêté, on a travaillé, nous avons passé toute la journée de lundi avec les amis républicains et on continue d'ailleurs demain toute la journée, donc je serai plus en mesure de vous en dire un peu plus demain, mais pour le moment il y a un tiers des départements sur lesquels nous avons des accords. Il y a aujourd'hui 25 députés UDI sortants. Les discussions portent sur combien de députés éventuellement en 2017 en cas de victoire de la droite ? Écoutez, ce qu'on souhaite, c'est qu'on ait un groupe important, solide. On a toujours dit qu'un groupe de 60-70 députés serait, me semble-t-il, une force, non pas d'appoint, mais une force solide au service du projet de François Fillon pour réformer en profondeur le pays avec ce pilier centriste, efficace au quotidien. 60 à 70 députés, vous pensez que François Fillon peut vous en donner autant ? Mais on n'est pas dans les marchandages. L'important, c'est quoi ? C'est un projet sur lequel, à la fois, les républicains et les centristes soient capables de s'entendre. Et on y travaille et on avance, parce que sur le projet de François Fillon, il y a des précisions qui sont en train d'être faites. Mais franchement, les choses avancent très bien. Et puis, il faut naturellement que le poids politique et des centristes soient représentés. Mais il faut plus encore qu'on aille chercher dans les circonscriptions. Il y a beaucoup de sortants de gauche. Il y a plus de 280 députés de gauche qui sont sortants. Il est normal qu'on regarde quelles sont les femmes et les hommes qui sont ceux qui, demain, seront à même d'être les meilleurs députés pour accompagner ce changement. Mais vous savez que pour François Fillon, c'est important d'avoir une majorité stable. Est-ce qu'avec l'UDI, il aura cette majorité stable en vous accordant autant de circonscriptions ? Mais ça voudrait dire que nous ne serions pas fiables. Est-ce que pendant le quinquennat de Nicolas Sarkozy, la voix du centre a été dissonante ? Moi, je pose une question simple. Au contraire, le gage de la solidité, c'est qu'on parte sur un accord législatif efficace, un accord législatif où chacun se sente bien, une fois de plus avec les meilleurs candidats. C'est pas du bricolage, du marchandage, on n'est pas dans l'arrière-boutique en train de faire uniquement les comptes d'apothicaires, mais il est aussi essentiel qu'il y a des départements où nous sommes plus forts, plus représentés. Donc vous vous présentez comme un partenaire important, stable, il n'y aura pas de frondeur chez les centristes de l'UDI. Non, mais attendez, nous sommes des gens avec une droiture, on sommes des gens qui ont une colonne vertébrale, si justement sur l'Europe, sur l'environnement, sur la santé, sur l'économie, sur l'école, on souhaite qu'il y ait quelques points de précision du projet. C'est pas pour, comment dirais-je, perturber la campagne de François Fillon, bien au contraire. C'est pour montrer que nous sommes un vrai plus, une véritable addition, une synergie, que cette campagne des primaires de la droite et du centre se traduise demain par une majorité solide de la droite et du centre. Est-ce que dans le groupe UDI, il pourrait y avoir des députés MoDem ? D'ailleurs, en clair, des députés centristes, comme ça se passe au Sénat. Je rappelle au Sénat... Vous n'y voyez pas d'inconvénient ? Il n'y a pas d'inconvénient. Ce qu'il faut simplement, c'est qu'on partage, évidemment, l'essentiel du projet et le projet de François Fillon. Et l'UDI partage les craintes, en tout cas émises par François Bayrou aujourd'hui, sur le projet de François Fillon ? Moi, je ne suis pas là pour faire des commentaires sur François Bayrou. J'ai déjà dit que je souhaitais qu'avec François Fillon, il se parle, parce que je vois qu'il y a plus de choses qui les rassemblent que des choses qui les séparent. Donc, à partir de là, plus on aura une majorité solide et stable, et puis demain, une fois de plus, on sera en mesure de réformer ce pays, car ce sera difficile. Aujourd'hui, on a quand même l'impression qu'il y a beaucoup de choses qui séparent François Fillon et François Bayrou. Quand on imagine l'état de la France, criblé de dettes, avec un taux de chômage qui n'a jamais été aussi élevé, avec une protection sociale, contrairement à ce que nous disent les socialistes, qui s'est abîmée ces dernières années, et avec une violence la plus forte. Cette violence, c'est ce chômage qui a explosé. Vous savez, lorsqu'on demande à François Fillon quelle est votre mesure sociale de diminuer le chômage, c'est pas la plus belle mesure. Quand vous écoutez M. Hamon, quand vous écoutez M. Valls, quand vous écoutez M. Montebourg, ils sont toujours là pour l'État-providence. Faire plus. On parle même d'un revenu minimum pour les jeunes. Du travail aussi à gauche. Du travail, revenir. Ah oui, alors sur le travail, si on y revient, on voit bien l'efficacité de la loi El Khomri, dont chacun voit bien qu'elle est extrêmement limitée. Quand on fait le bilan, non mais pardonnez-moi, mais quand même, Emmanuel Macron ne peut pas marcher sur l'eau tous les jours. Pendant 5 ans, il a été l'inspirateur ou celui qui, au quotidien, mettait en place la politique économique. Juste, je le prends sur une contradiction. Il nous dit vouloir diminuer les dépenses publiques. Il nous dit vouloir mettre dans la Constitution le fait qu'il n'y ait pas plus de 50% de dépenses publiques. Et il nous annonce toujours plus de dépenses publiques. Comment fait-il ? Expliquez-moi. Alors vous dites que effectivement le centre est rassemblé derrière François Fillon. On va écouter François Bayrou parce que c'est quand même une note un peu dissonante ce matin. François Fillon serait, à mon sens, modestement bien inspiré de réfléchir à la différence qu'il y a entre le candidat d'un camp
et celui qui veut être président de tout un pays. Non, je ne reconnais pas dans l'offre politique proposée les attentes qui sont les nôtres. Et donc, je ne suis, je ne suis sous pression de personne, j'ai le temps et je suis libre. Il pose une bonne question quand même. Est-ce que François Fillon peut se faire élire avec le programme de la primaire à la présidentielle? Les choses sont simples. François Fillon l'a encore redit à la presse hier. Vous savez que je suis un de ses porte-parole, donc les choses sont simples. Il a un projet, il appliquera son projet. Pour autant, dans le projet, il y a un certain nombre de précisions qui doivent être faites. Par exemple, sur la santé. Regardez, on sait qu'il y a eu des choses qui ont été mal présentées, probablement, en tout cas, mal comprises. Très bien. Il a lancé tout un tas d'auditions. Je fais partie de ceux d'ailleurs qui y participent et y travaillent. Et il y aura une convention, on rencontre l'ensemble des professionnels et il expliquera lui-même, à un moment, comment il va décliner toute cette politique de santé. Les caricatures, je les laisse à la gauche. Pardonnez-moi, quand je les entends, non mais attendez, non, je ne peux pas laisser passer ça. Quand on parle de médicaments, je prends un seul exemple. Avec François Fillon, il y aura moins de remboursement. Mais non, c'est avec Marisol Touraine qu'on a déjà perdu 200 millions de remboursement et 100 l'année prochaine. Je ne veux pas vous contredire, Philippe Vigier. Non, mais c'est pas l'histoire de me contredire. C'est que simplement, la politique qui a été mise en place en matière de santé ces dernières années, c'est moins d'accès aux soins. Regardez la désertification médicale qui s'est amplifiée et c'est plus de reste à charge, donc plus à payer pour les familles. Je vous propose quand même qu'on écoute François Fillon, qui est l'invité de Jean-Jacques Bourdin sur BFM TV et RMC ce matin et qui fait quand même un mea culpa sur la réforme de l'assurance maladie. On l'écoute. Une simple épidémie de grippe est en train de paralyser complètement le système. Oui. Ce qui montre que, quand Mme Touraine explique que tout va bien, que c'est formidable et que c'est le programme de François Fillon qui menace la sécurité sociale, ça n'a juste aucun sens. Donc oui, il va bien falloir réorganiser notre système de protection sociale et notre système de santé. Ce que nous avions écrit a été mal compris. Je l'ai retiré. Je referai des propositions. On n'a pas été on n'a pas été clair quand même. Hein, pardonnez-moi, il a employé, vous voyez... On ne peut pas dire qu'on est préparé l'un avec l'autre, ce qu'il a dit. Il a été mal compris, c'est-à-dire faire des petits risques et des grands risques. Tout ça est derrière nous. Je vous dis une chose, la méthode qu'il a choisie, c'est un peu la méthode Borloo du Grenelle. Tout le monde autour d'une table, les acteurs, et voir comment l'architecture... Moi, je ne peux plus laisser l'accès aux soins tel qu'il se passe dans ce pays. Je dis la santé est en danger grave. La médecine libérale est en grand danger. Jamais l'hôpital, vous entendez, jamais l'hôpital n'a eu autant de déficit, plus d'1 milliard d'euros. Est-ce que les Français sont contents de l'accès aux soins? Non. Deuxièmement, un sujet, les politiques de prévention. Est-ce que sur la prévention dans le pays, on fait le maximum pour lutter contre le cancer, pour les maladies infantiles, les problèmes de greffe? Ce pays est très en retard par rapport à d'autres pays. Et sur les autres sujets, vous n'avez aucun point de désaccord avec François Fillon? On peut avoir... Non, mais attendez. Une fois de plus. Sur l'international, sur la Russie, sur les 500 000 postes de fonctionnaires. On apporte des contributions, je vous dis, sur l'Europe, sur l'environnement. Sur la Russie, les choses ont été dites. Moi, j'étais un des premiers à dire qu'il fallait parler avec Poutine. C'est pas parce que vous parlez avec quelqu'un que vous dites que Poutine est formidable. C'est pas parce qu'à un moment ou un autre, il faut parler avec d'autres acteurs dans la région pour la Syrie et l'Irak, en disant si on se ferme les yeux, en disant on ne fait rien. Regardez, la diplomatie de Jean-Marc Ayrault, lorsqu'il était Premier ministre et maintenant ministre des Affaires étrangères, c'est quoi avec la Syrie? On ne regarde pas, on s'occupe de rien parce que Bachar est un sanguinaire. Nous aussi, nous disons que Bachar est un sanguinaire. Mais vous êtes bien obligés de faire quelque chose avec les acteurs de la région, sinon on en a combien de morts? 300 000 morts? 4 millions de déportés? Vous êtes d'accord avec tout? Vous êtes porte-parole aujourd'hui, donc vous pouvez défendre l'entièreté du projet. Les 500 000 postes de fonctionnaires supprimés aussi? On le démontrera que c'est faisable, on vous dira comment. Je vais prendre un seul exemple. Sans casser le modèle de sécurité sociale, sans casser suis maire d'une commune. Le modèle social français? D'abord, il y a 3 fonctions publiques. Je vais en prendre une que je connais très bien, et je suis maire, j'ai la chance d'être maire depuis 15 ans. Est-ce que dans la fonction publique territoriale, en clair, comme on gère les communes, les départements, les régions et les intercommunalités, on peut faire des économies? La réponse est oui, et je l'ai fait chez moi. Plus de 10% d'économies. La numérisation, c'est quelque chose de formidable. La dématérialisation, c'est formidable. Et puis, il faut s'habituer à une chose, c'est qu'il y a moins d'argent public. On ne peut pas avoir un discours irresponsable. On ne peut pas dire il faut plus de diversité, il faut plus d'hôpitaux, il faut plus dans la recherche, plus dans l'innovation, et que dans nos collectivités territoriales, on ne fasse rien. Mais pardonnez-moi, là encore, on parle de brutalité du programme de François Fillon. Mais la grande brutalité, c'est pas ce gouvernement qui nous aura imposé 11 milliards d'euros de baisse de dotation. 11 milliards d'euros. Vous vous rendez compte ce que ça représente? Non, il va falloir que nous, les collectivités, on se réorganise pour être plus efficaces. Et puis, un mot quand même. Est-ce que les services publics marchent mieux en 2017 qu'ils ne marchaient il y a 10 ans? La réponse... On voit quand même que depuis que François Fillon expose son programme, qu'il l'explique, il baisse un peu dans les sondages. Est-ce que c'est le faux plat normal de la campagne après la victoire, ou est-ce qu'il y a quand même un petit peu
de défiance, un peu de méfiance des électeurs français. Il y a des précisions à apporter. C'est la caricature. Les 500 000 fonctionnaires, c'est 2,8% de baisse du nombre de fonctionnaires dans le pays sur les 5 ans qui viennent. Est-ce que oui ou non on peut le faire? Vous voyez, la caricature, c'est de dire on aura moins de gendarmes, moins de policiers. François Fillon a dit non. On sait qu'il y a des endroits où, oui, on fera des économies. Il faut avoir le courage de dire cela. Alors c'est normal, il est ciblé de toutes parts, parce qu'on voit bien qu'il est sorti de cette primaire dont chacun estimait qu'il ne gagnerait pas, il est sorti grand vainqueur. Donc là maintenant, tout se focalise sur lui. Moi j'aimerais bien qu'on parle du projet économique d'Emmanuel Macron. J'aimerais bien qu'on parle de son programme de dépenses publiques. J'aimerais bien Sauf qu'Emmanuel Macron, aujourd'hui, il est en tête de la gauche et dans un sondage, il bat François Fillon, il est au second tour avec Marine Le Pen. Moi, j'espère que vous interrogerez avec la même vigueur les porte-paroles d'Emmanuel Macron lorsqu'il nous parle des dépenses publiques. Emmanuel Macron, rien n'est financé. Vous entendez ce que je vous dis à l'heure où je vous parle? Rien n'est financé. Et celui qui a amené la France à toujours plus de chômage nous explique qu'avec lui, tout ira mieux. Et puis un mot sur cette France de demain. Cette France de demain, elle passera par le tout numérique. Le tout numérique, c'est une dématérialisation formidable. C'est l'accès à la connaissance, au savoir. C'est le fait que ce sont le travail quotidien qui change complètement tous les métiers qui s'adapteront. Et là-dessus, François Fillon a un projet ambitieux. Je le connais bien, non seulement pour en parler, mais je l'applique dans mon territoire. Et je vous assure que ça, c'est l'avenir. Le numérique, c'est la France qui reprend une longueur d'avance. C'est pour ça qu'il était à Las Vegas. L'année dernière, c'était Emmanuel Macron. C'est quand même un candidat que vous regardez avec attention. C'est un candidat qui vous fait peur, Emmanuel Macron? Non, c'est un candidat qu'il faut regarder avec attention. Il a un profil intéressant. Mais moi, ce que j'aime bien, c'est les paroles et les actes. Vous savez, c'est chez vos confrères de France 2. Il y a un décalage, je vous dis un décalage total, mais on ne laissera rien passer. C'est pas pour lutter contre l'homme Macron, c'est qu'on ne peut pas vendre des promesses intenables aux Français. Les Français n'en peuvent plus. Si l'opinion publique, et là je dis avec beaucoup de gravité, si l'opinion publique est dans l'état où elle est, c'est qu'on lui a promis tellement de choses que l'on n'a pas tenues. François Fillon aura le courage de dire les choses. Et ça, c'est une qualité, moi qui suis un centriste, attaché au fait qu'on puisse dire les choses, mais il le fera aussi, et ça c'est important, avec aussi une certaine générosité, parce que c'est quelqu'un qui est attaché à l'homme, et pour moi, dans une communauté, on doit être également solidaire avec ceux qui sont en difficulté. En ce moment, c'est aussi un peu difficile d'exister pour la droite, parce qu'il y a cette primaire de la gauche. Le premier tour aura lieu le 22 janvier. Il y a 3 débats qui vont avoir lieu, dont le premier demain. Est-ce que ces débats, cette primaire, elle peut redonner de la dynamique à la gauche? Est-ce qu'il faut quand même faire attention? Ils semblent quand même tous en difficulté. Vous disiez vous-même à l'instant que le candidat qui sortirait de la primaire serait derrière Emmanuel Macron si on en croit les sondages. Non, je crois déjà que c'est la primaire de toutes les contradictions. Quand on voit le projet de Benoît Hamon, d'Arnaud Montebourg, ou par exemple Manuel Valls, ou voire même Vincent Peillon, franchement, c'est cacophonie totale. Comment feront-ils pour se rassembler? Il y a quand même beaucoup plus de différences entre le projet de Benoît Hamon et celui de Manuel Valls qu'il n'y en avait entre Alain Juppé et François Fillon. Donc vous pensez qu'il y aura 3 candidats de gauche au premier tour de la présidentielle? Ça semble totalement acté, puisque Emmanuel Macron, lui, passe hors circuit, il vient de la gauche, il est héritier de François Hollande. D'ailleurs, il utilise les mêmes mots que François Hollande. Les mêmes mots. Donc si on vous écoute, la gauche ne sera pas au second tour de la présidentielle? D'abord, c'est les Françaises et les Français qui décideront. Et non, vous savez, beaucoup d'humilité. On est à 3 mois d'élection présidentielle, ça veut dire quoi? Il faut expliquer pourquoi le seul projet capable de redresser le pays, c'est celui de François Fillon. On va s'y employer avec, naturellement, tous mes amis centristes. Vous êtes également maire de Cloyes-sur-le-Loir. Cloyes-sur-le-Loir. Cloyes-sur-le-Loir, voilà, j'avais pas très bien prononcé. Vous cumulez donc deux fonctions, puisque vous êtes député et maire. Est-ce que, comme d'autres députés, vous souhaitez que François Fillon abroge la loi sur le non-cumul des mandats? Non, cette décision a été prise. Donc, si je peux regretter qu'on ne soit plus député maire demain, oui, je le regrette à titre personnel, mais la décision a été prise de ne pas revenir sur le cumul. Et François Fillon a confirmé d'ailleurs. Il vous a dit qu'il ne reviendrait jamais sur le non-cumul. Et je soutiens cette idée. Voilà, il faut arrêter de faire du yo-yo, je le regrette à titre personnel, j'ai beaucoup appris dans ma commune, ça nous a donné une expérience formidable, un lien exceptionnel avec les habitants. Bah, écoutez, on va inventer une nouvelle fonction de député demain, c'est comme ça. Daniel Fasquelle souhaite un référendum finalement, on pourrait donner le choix aux Français sur cette question. Il y a une urgence sociale dans le pays, c'est lutter contre le chômage, lutter contre la désespérance, faire de ce pays un pays de confiance. Et donc, c'est pas, me semble-t-il, le chantier à ouvrir. En tout cas, je ne suis pas favorable. Et quelle fonction vous allez choisir ? Je resterai député si mes compatriotes me font confiance. Et vous voyez, j'aurais réussi un beau challenge, puisque je viens de rassembler 9 communes en une, et que ma commune s'appelle plus Cloyes-sur-le-Loir, mais Cloyes-les-Trois-Rivières. Donc vous voyez qu'on est capable de mutualiser. Vous voyez qu'on est capable, dans la fonction publique territoriale, d'aller plus loin, et j'essaye modestement de le faire à l'échelle locale. Merci Philippe Vuchier d'avoir été avec nous ce matin, président du groupe UDI à l'Assemblée.